Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je reçois Thibaut de Longeville, réalisateur de la série DJ Mehdi Made in France qui a cartonné en 2024. On parle bien évidemment de la série sur DJ Mehdi, mais également de toutes les aventures entrepreneuriales et créatives de Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Bah ça va impec. Trop bien, je suis hyper content de te recevoir. J'ai plein de questions pour toi. Moi aussi, je suis content d'être là. J'ai envie de creuser plein de sujets avec toi. J'ai envie de comprendre qui tu es, ce que tu as fait, dans plein de domaines différents. Ok. Domaine plutôt artistique, plutôt entrepreneurial. Et puis ton fait d'armes de l'année 2024, en tout cas celui qu'on connaît. Ouais, qu'on connaît bien, le documentaire sur DJ Mehdi. J'ai plein de questions, mais avant ça, je commence toujours le podcast par la même question pour tous les invités qui est quel est toi ton meilleur souvenir de l'année 2024? Ça peut être un jour, ça peut être un moment très précis, une soirée, une rencontre. Ah ouais, c'est marrant ça. Est-ce que tu as un moment précis qui t'a marqué? Une année qui est autant souvenir et en émotion liée à la sortie de ma série documentaire et à d'autres choses. Et donc du coup, jolie année de highlight. Mais si je dois prendre un moment clé comme ça de tête, je pense que ça doit être l'avant-première de la série qu'on a organisée au Grand Rex. Ouais. Où il y avait donc on a diffusé ce qui se fait jamais, les 6 épisodes de la série, donc la série totale quoi. Donc il fallait venir relativement tôt et rester relativement tard. On a projeté 3 épisodes, on a fait une entracte et après 3 épisodes. Et le but de ça, parce que d'habitude quand on fait des avant-premières de séries, on montre 1, 2 épisodes ou parfois 3 quand c'est des trucs courts, puis on dit allez la découvrir chez vous. Là il y avait une vertu à créer une expérience. Et par là, j'entends pas un terme marketing, mais ce que la série raconte, que j'imagine on en évoquera des bouts, mais c'est quand même des interconnexions ou des univers musicaux et sociaux qui sont... que la trajectoire et l'itinéraire artistique de DJ Mehdi connectent, mais qui naturellement sont pas nécessairement connectés, ou parfois même un peu en porte-à-faux à une certaine époque. Et moi et toute l'équipe de production, mais moi j'y tenais tout particulièrement, le fait de réunir énormément de gens de l'univers du rap français qui en soi déjà si j'avais juste les invités du hip-hop français, du rap et des médias, de machin et tout, déjà c'est génial de les réunir dans une pièce. Et pareil, si j'avais juste la musique électronique française, l'univers French Touch, etc. dans une salle, c'est déjà toujours plaisant. Mais là, d'avoir un joli Rolodex de cet univers et de cet autre univers dans la même pièce, qui suivent une histoire dont la majorité des gens qui sont dedans ne connaissent finalement assez peu, de quelqu'un dont ils connaissent l'œuvre, et puis il se trouve pour d'autres rapports qui vont avoir avec DJ Mehdi ou avec moi-même, mais des gens donc du monde du cinéma. Il y a une interconnexion qui est très particulière et à mon sens ne pouvait avoir lieu que là. Et donc du fait du coup de l'incarner, de cristalliser dans une salle, très particulier, avec évidemment l'élément familial qui est encore autre chose. Les gens qui sont vraiment touchés, pour le coup, dans leur chair, encore plus que dans leurs émotions, quoi. Mais c'était une expérience énorme. J'imagine. C'était une expérience énorme. Donc c'est au-delà de j'ai fait un truc, on l'a présenté, c'était trop bien, machin. Ouais. C'était quelque chose, j'avais jamais eu ça pour ma part. Et je parle pas pour mes productions ou mes films à moi. J'avais jamais eu ça, même pour les films des autres, quoi. C'était très particulier. Les gens qui se lèvent, qui chantent, énormément d'émotions et tout. J'avais jamais vu ça, moi. Incroyable. Donc voilà, de tête, tu vois, je peux te raconter quelque chose qui a à voir avec ma fille cadette sur le chemin de l'école, qui probablement doit y avoir un highlight là aussi, mais dans ce registre dont on parle là,
Ça doit être très élevé, ouais, dans ma liste. Incroyable. On va revenir après sur la construction de la série documentaire, sur les retombées, sur toi, la manière, des messages que tu as voulu faire passer aussi dans la série. Si on rembobine, j'ai lu que tu as commencé en écrivant des articles vidéo et sketchs pour un magazine qui s'appelle No Way. Exactement. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette époque-là? Ouais, alors pour essayer de faire synthétique, moi j'ai simplement grandi, je faisais du skateboard et j'étais complètement passionné de ça. Et j'ai fait des compétitions, c'était vraiment dans mes 13-14 ans, je me destinais à une carrière de skateboarder professionnel dans laquelle j'ai tristement échoué, comme tu peux le constater. Mais ce milieu-là déjà est fertile en termes il se trouve être en termes pas seulement de rencontres sociales, mais il y a une espèce de créativité et d'entrepreneuriat, ou en tout cas d'esprit d'entrepreneuriat et d'indépendance qui est assez inhérent à ce monde-là. Spike Jonze ou Stacy Peralta ou Pedro Winter Deadbanger ou d'autres gens que je pourrais citer assez longuement qui viennent de ces univers-là. Ouais. Moi, j'ai commencé à écrire pour ce magazine en 89, donc j'avais 15 ans. Ah ouais. Ce qui donc n'est pas normal. Ouais. Mais il se trouve que le rédacteur en chef de cette publication était assez jeune aussi. Je crois d'ailleurs que ça a été le plus jeune rédacteur en chef d'un magazine ayant une carte de presse, je crois. Ah ouais, ok. Je me rappelle plus quel âge il avait, mais j'ai envie de dire 21. Au moment, peut-être même que c'est plus jeune que ça, je me rappelle plus, mais je manque jamais une occasion de le saluer et de lui rendre hommage. Quelqu'un qui s'appelle Jeff Lubrano, qui venait aussi de ce monde-là. Ouais. Et juste comment t'es amené à 15 ans à écrire des articles? En fait, il se trouve, j'étais un skateur correct, tu vois, plutôt pas mauvais, on va dire. Ouais. Et donc il se trouve que ce milieu étant à l'époque pas du tout énorme, je faisais du skate au Halles, et j'habitais au Halles, je faisais du skate au Halles, dans des endroits qui sont devenus des spots assez iconiques, cultes, on appellera ça comme on veut. Et très rapidement, t'as les pros qui sont là, ou t'as des teams qui se forment. Nous, il y a un magasin qui s'appelle Street Machine, qui était, on va dire, le précurseur du magasin Suprême, et donc quelque part de la marque Suprême à New York, où on traînait tous et on voulait tous être sponsorisés par les mêmes trucs. Certains d'entre nous étaient à un certain niveau, mais du coup on se retrouvait tous là-bas. Et un des trucs qu'on faisait, c'est tout con, mais c'est des kids qui sont dans un endroit qui n'était pas chez nos parents, et qui n'était pas un endroit qu'on connaît pas, et où du coup on se retrouvait plus assez étroit. Mais il y avait le vecteur de la vidéo de skate étant un support très important à l'époque. Il y avait une publication de vidéos qui était comme une sortie Star Wars pour un fan de Star Wars. Ouais. C'est un événement. Et donc on se réunissait par le shop. Ils avaient souvent, avant la sortie ou le jour de la sortie, en tout cas ils avaient la vidéo disponible. Et donc on fermait le shop avec ceux qui étaient je sais pas, les gars du team, et nous on se voyait comme la classe supérieure de cet univers-là, et on regardait la vidéo et on commentait la vidéo. Et moi je suis un garçon qui est assez bavard, et je suis devenu un peu le responsable de appuyer sur play, faire des introductions de trucs et tout. Et puis le rédac chef de Noé qui était là m'a dit, mais fais voir ce que ça donne si t'écris les conneries que tu dis là. Et moi je suis rentré chez moi en me disant waouh, incroyable et tout. Et puis du coup j'ai écrit une première chronique de vidéos de skate, et du coup je suis devenu le chroniqueur des vidéos de skate, qui est quand même un truc assez important dans ces mags. Donc du coup c'est important pour moi, parce que c'est ce qui m'a appris à structurer mon écriture. Et donc ça c'était assez très très formateur. Puis après il se trouve ma relation avec mes écrits ont plu, et puis à l'époque c'est l'époque du courrier, du coup c'est des gens qui ont à peu près ton âge, qui imaginent que c'est un adulte qui écrit. Et donc des courriers des lecteurs, du coup. C'était notre passion de recevoir le côté des courriers des lecteurs. On est en 1990 quand je commence à écrire beaucoup plus pour le magazine, et après je suis devenu rédac chef adjoint. Mais du coup ma relation avec le rédac chef et le retour sur les écrits venant de lui comme venant des lecteurs m'ont donné une latitude pour
développer, on va dire, vachement la partie dite lifestyle, c'est-à-dire ne pas simplement faire des portraits de skateurs qui est super fort, le mec qui est en couverture et tout ça, et parler de musique, et parler de comics, et parler des trucs qui moi j'aimais à l'époque, qui n'ont pas trop bougé. C'est ce que je constate, et c'est un des trucs, je sais pas si c'est bien ou si c'est inquiétant, mais c'est pas inintéressant de parler de ça, parce que je suis à peu près la même personne que quand j'avais 16 ans, c'est les mêmes... C'est inquiétement, de façon inquiétante, c'est la même manière de s'habiller, il y a quelque chose qui est super ou qui va pas du tout. Donc je suis plus inquiet par le truc qui va pas du tout, parce que tous les jours je me dis, ah c'est super, regarde, je regarde les photos quand t'avais 16 ans, t'es sapé exactement pareil. Après je regarde ma fille qui a 16 ans, je me dis, aïe, quand même il y a un problème avec le papa là. Mais oui, c'est une expérience qui a été très formatrice, parce que c'est aussi ma première expérience professionnelle. Et c'était aussi pour moi une vision de quelqu'un qui monte sa barque, de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, du rapport que du coup, même ça m'a fait découvrir le monde des marques et des annonceurs. Comme il y avait peu de publications qui touchaient des populations jeunes, donc avec ce label-là, et que nous, on était une publication qui touchait une population jeune qui était faite que par des jeunes. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait avec... Orangina ou d'autres annonceurs, le Crédit Mutuel ou des trucs comme ça, qui disaient votre publication elle marche, on voit que c'est le vrai truc des jeunes passionnés, c'est pas l'étudiant magazine ou des magazines qui étaient plus pour un lectorat qui est au-dessus de 18 ans en fait, tu vois, et c'était pas J'aime lire ou Okapi ou un truc qui est fait clairement par des adultes qui veut dire alors toi l'ado, t'as 13 ans, ça c'est pour toi, tu vois, avec des typos de côté, des hey, tu vois, où, bon bah du coup personne lit ça, mais à part quand les parents te forcent à faire ça. Et donc du coup ça m'a mis au contact de comprendre qu'en fait, enfin de me rendre compte que je me disais ah ouais, ils ont pas la moindre idée. Puis c'est un truc d'ado de te dire, en fait, les produits que moi je consomme, et que, donc, que moi, ma génération consomme, je me rends compte que les gens qui sont à la source, les marques de ça, les distributeurs de ça, ils savent pas en fait. Ils savent vraiment pas pourquoi tu l'achètes, qu'est-ce que tu trouves cool dedans. Et donc du coup, moi, j'ai découvert ça au début des années 90. Et j'ai compris qu'il y avait une forme de... c'était ces annonceurs qui nous permettaient de faire le magazine. Donc d'avoir les ambitions, de faire des trucs plus hauts, de voir le machin, de voyager pour faire des reportages. Du coup, j'ai compris ça. Et encore une fois, grâce à ça, le fait qu'il m'explique comment fonctionne la régie et tout. Et de voir que entre prendre des pages de pub dans notre magazine ou organiser un contest de skate où des skateurs sauteraient par-dessus des bouteilles Orangina, ils savaient pas si c'était bien, pas bien, comment ça serait vu... et qu'en fait, ils avaient besoin de cette intelligence ou de traducteur de ça. J'ai compris qu'il y avait un business. Moi, j'ai créé ma première société à 21 ans. Donc en 95, c'est une autre époque. Aujourd'hui, quelqu'un de 18 ans peut créer assez rapidement une boîte. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un chemin... de l'inédit, quoi. La chambre de commerce, des rendez-vous, des analyses de pourquoi, mais on n'a jamais vu ça. La banque qui ne te croit pas, énormément de preuves à faire, en fait, quoi. Et ce qui est fou, quand tu vois ce que c'est qu'aujourd'hui l'accès à l'entrepreneuriat, puis surtout, et même à cette époque-là, de se dire, t'arrives avec un projet, de la valeur potentielle, finalement, à la création, moi, de mon entreprise, je ne demandais rien. Je suis arrivé avec un chèque assez gros d'un client, en disant, il faut que j'encaisse. C'est un demi-million de francs. Il faut que je l'encaisse, en fait. Du coup, crée-moi un compte bancaire. Ouh là là, qu'est-ce qu'il veut, là? Mais qui est-ce? Attendez, faites voir un peu, là. Votre business plan. Oui, et puis, de Longeville, ça sonnait bien, là, le monsieur que je vois, c'est pas trop l'idée que je m'en faisais. Donc, passionnant, tout ce type d'entreprise, mais de toute l'aventure qui s'en est suivie. Mais c'est vrai que cette expérience-là... Elle était structurante, du coup. Structurante, et d'un point de vue de moi, de délivrer quelque chose à temps pour le truc, parce que c'est un mensuel, et que du coup, faut pas traîner sur ni la chronique, ni sur l'édition, puis bien relire, puis vérifier que c'est du coup... que voilà, la secrétaire de rédaction t'appelle pas en disant il y a 3 conjonctions de coordination à la suite là dans ton truc, donc peut-être pas. et beaucoup de superlatifs, mais de tous les points de vue, c'est-à-dire école en écriture, quoi. Moi j'ai beaucoup écrit après
plus comme plus comme un hobby en fait, que comme quelque chose qui était nécessaire dans mon travail. Donc après j'ai fait que des choses qui sont plus de la matière grise ou de l'acuité visuelle ou quelle que soit la forme que ça a pris après. Il y a toujours selon moi en tout cas, une notion de storytelling qui est à mon avis peut-être le seul dénominateur commun de la variété de métiers que j'ai pu faire et que je continue à faire aujourd'hui pour partie. Donc si on tire le trait, t'abandonnes l'idée d'être skateur professionnel. C'est pas moi c'est le monde, le monde professionnel. Alors moi, si tu veux, avant de faire du skate, quand j'ai grandi au Sénégal, je faisais du surf. Ok. Je voulais devenir surfeur professionnel, énorme échec de ce point de vue-là. Puis on a déménagé en France où il n'y a pas de vagues. Enfin, en France, à Paris, pardon, où il n'y a pas de vagues. Donc là, bon, le reste de ma carrière de surfeur de mon rêve de carrière de surfeur a pris un petit coup dans l'aile. Et du coup, il y a eu un report assez puissant sur le skate. Je me suis dit, en fait, c'est ça ma vie. Je serai skateur professionnel. Petit échec, là. Je me suis blessé d'ailleurs. Je me suis blessé, voilà. Ce qui donc par ailleurs je sais même pas si j'aurais si j'avais même le niveau pour le considérer, mais de toute façon aujourd'hui ça me fait sourire parce que je reste connecté avec ce milieu, j'ai fait des trucs dedans et tout, et avec d'une manière générale même le surf et le skate ça reste des trucs qui sont dans ma vie. Donc il y a eu ça et puis voilà, c'est cette suite d'échecs. Là, de toute façon, je peux témoigner d'une longue suite d'échecs qui ont contribué à me définir, et évidemment, y compris par rapport à la réussite. J'ai cru lire quelque part ou entendre que un de tes premiers projets avec 360 Créatifs que tu as créé du coup dans les années 90, 95 précisément. C'était le lancement d'un album des Rolling Stones. Alors, c'est effectivement un des premiers projets. Alors, on m'a pas payé un demi-million de francs de l'époque pour le faire. Donc là, je faisais référence à un autre projet qui, du coup, pour le coup, m'a vraiment... Mais c'est à la même période. Il se trouve que moi, je travaillais avec un graffiti artiste qui s'appelle Mode2, qui est un peu une figure tutélaire dans mon parcours. Et quand j'ai créé la boîte, on était plusieurs... genre d'images, de musique. Il y avait cette volonté de toute façon qui est restée dans toute ma vie d'être pluridisciplinaire, qui à l'époque était incompréhensible. Donc du coup, je n'ai pas essayé de la formuler. Je voyais bien que quand on essayait de l'expliquer, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait avoir des compositeurs de musique, des exécutifs, des mecs avec des profils managers, directeurs de labels, des graphistes, des photographes. En fait, vous faites quoi exactement? Pourquoi? Ça n'arrivait pas à te mettre dans une case, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai fait assez différemment c'est marrant comme aujourd'hui, il y a eu une énorme mode du 360. Moi, ma boîte s'appelle comme ça depuis 95. Je l'ai vu, comment dire, avant on me disait, comment? Un chiffre? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Et du coup, on me demandait tout le temps d'expliquer pourquoi ça. Et donc, j'expliquais, moi, en fait, l'écriture, les films, le machin, la démarche créative, de faire aussi du design, de trucs. En fait, c'est que des modes d'expression et ça vient d'une même énergie centrale. Et les gens étaient là, je n'ai rien compris à ce qu'il a raconté, je comprends pas. Il nous a épuisés. Mais oui, en tout cas, cette pluridisciplinarité a après guidé plein d'étapes de mon développement derrière. Mais c'est vrai que ayant un appétit et surtout, en fait, moi, les métiers que j'ai appris, je les ai appris parce que j'avais des passions, pas nécessairement pour le métier. C'est la passion du skate, du surf, qui est une chose, la passion de la musique qui m'a appris à apprendre alors évidemment, celle du cinéma est autre chose. Mais c'est vrai que autour de ça, j'ai voulu être manager d'artistes, avoir un label de musique, avoir des marques, créer des marques de sap. Créer une agence de consulting pour que les grandes marques puissent trouver leur audience avec ces cibles mouvantes au carrefour desquelles j'ai toujours été moi, c'est-à-dire ce que j'ai cité là, plus le basketball, plus donc on va dire un peu un univers jeune quoi, mais avec un moteur de mon côté qui était la passion. J'ai toujours été accompagné ou attiré par les gens qui sont
très passionnés dans leur domaine. C'est ce qui m'attire moi. Du coup, j'ai très peu de calcul business dans mon itinéraire. J'ai eu des grosses réussites business et c'est super. Mais elles sont toujours venues, et je le constate encore plus maintenant, comme corollaire d'initiatives de passionnés. Et ça, du coup, pour moi, ça a été de toute façon un guide jusqu'à maintenant, quoi, et je pense que ça le restera. Mais du coup, ça m'a, j'ai eu, déjà j'ai créé 5-6 boîtes, je pense, si je fais les maths, avec des métiers qui sont très différents. J'ai créé un studio graphique et de constitution d'images. Derrière, j'ai créé une plus large boîte de marketing, un bureau de presse. J'ai co-créé un événement de basket qu'on évoquera peut-être là, que j'ai développé pendant 20 ans. Voilà, là, on est à la 21e ou 22. Bref, en 2003, donc voilà. Donc à la 21e année, qui est un énorme succès dans son domaine, un label indépendant, donc et ma boîte de prod. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas fait les maths, mais puis il se trouve en entrepreneuriat pur, j'ai aidé à la constitution et au développement de pas mal d'entités dans ce chemin-là. Donc j'ai un petit chemin d'entrepreneuriat qui est d'ailleurs assez antinomique dans la société française, ou en tout cas dans les environnements professionnels dans lesquels moi j'ai évolué, de la créativité. C'est-à-dire que je vois pas mal d'interlocuteurs et interlocutrices à moi qui disent mais t'es l'artiste ou t'es le businessman. Moi, je suis les deux très naturellement depuis toujours. Et puis la variété des choses que j'ai eu le loisir de faire, des films, des pochettes de disques, des campagnes de marketing, de la strat pour des marques de luxe. Pour moi, c'est à peu près c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça provient un peu quand même de la même source. Après, il faut avoir les capacités d'application. Donc là, par exemple, je suis designer. Je suis designer. Je suis creative director. Je ne veux pas m'attribuer des crédits d'une équipe, mais de collections que je fais en collaboration avec la marque de Michael Jordan, avec Nike, avec Jordan Brand. Depuis, ça fait 7 ans que je suis là, ma 8e collection de chaussures et de sportswear et streetwear. Voilà, c'est très bizarre d'être réalisateur, puis creative director d'une marque en fait, et en même temps j'ai un petit label indépendant, et en même temps et c'est pas vraiment, ce ne sont pas des choses qui sont juste par capitanat d'entreprise et par gourmandise capitalistique. C'est une organisation en fait autour d'un projet qui très souvent, dans la majorité des cas, sont des projets de cœur en fait. Quand je regarde un petit peu les projets que tu as fait avec 360 Creative et un peu les interviews que tu as pu donner à droite à gauche, je remarque qu'il y a quand même une lame de fond sur les États-Unis. Pas mal de projets tout à fait. Avec LVMH, Hennessy, etc. où l'idée c'est de cibler le marché américain. Comment t'expliques le fait que les US, il y a eu toujours un lien avec toi dans tes projets, tu vois, même No Way, etc. Il y a 2 éléments. Il se trouve que les cultures ou les pratiques dont moi j'ai été fan sont beaucoup été centrées aux États-Unis, quoi, à mon adolescence. Donc le cinéma, il y a évidemment du cinéma brillant qui vient du monde entier, mais le cinéma que moi j'ai appris à regarder, à consommer, à devenir fan était quand même vachement du cinéma américain. Le surf, le skate, toute la presse, toute l'édition est en anglais, donc moi, c'est ce qui a contribué à déjà même juste la langue et la connaissance les magazines, les trucs, les vidéos, ça vient essentiellement des États-Unis. Donc déjà, moi, je lisais ces trucs-là, donc très jeune, quoi. Et après, il y a la musique qui est arrivée, dont j'ai écouté des musiques, beaucoup de musique anglophone quand même depuis ma jeunesse. Donc il y a déjà ça qui fait qu'il y a un contexte de fascination, j'ai envie de dire même. Puis moi j'ai grandi en Afrique, donc c'est encore, on a un regard sur la France, sur l'Europe, ou en Afrique francophone, la France c'est quand même un référent assez important, y compris au niveau de la représentation culturelle. Et les États-Unis, ça nous montrait quelque chose de totalement différent. Donc avant même que j'arrive à habiter en France, j'avais déjà un regard particulier sur les États-Unis pour les raisons de, j'aimais Run DMC avant d'arriver en France, et Run DMC c'était un groupe du Queens. Donc de fait déjà, puis même la découverte du hip-hop, quand j'ai
compris, quand mon père d'ailleurs m'a expliqué ce que c'était que le hip-hop, avant que ce qu'on faisait, on ne savait pas comment ça s'appelait, mais mon père m'a dit, ça s'appelle hip-hop, votre danse là. Ouais. Ça venait des États-Unis, bon, ça. Et après, il se trouve que j'ai de la famille là-bas qui m'a permis, du coup, quand j'ai écrit pour le magazine No Way, donc j'ai gagné mes premiers cachets. Ouais. Et il faut que je repose la question. Je ne sais pas comment j'ai été payé en fait, parce que c'était pas légal. Ouais. Mais j'ai dû avoir je ne sais plus comment c'était fait. Peut-être je sais plus, peut-être des notes de frais. Bon, enfin bref, personne ne viendra chercher la fiscalité derrière ça. Mais du coup, j'ai eu des premiers paiements, puis après carrément des paiements assez réguliers et qui m'ont permis de m'acheter des billets d'avion. Et donc à partir de 89, qui était mon premier voyage à New York, que j'ai payé moi-même, c'était déjà ma grande fierté de dire à mes parents, c'est moi qui vais à New York. Voilà. Je crois que mes parents m'ont jamais acheté un billet d'avion pour aller m'en acheter plein, môme, parce qu'on a vécu on a fait beaucoup d'allers-retours entre la France et le Sénégal. Mais je crois que j'ai vraiment tous mes voyages aux US sont sortis de ma poche. Et en fait, du coup, le fait d'avoir une famille là-bas, c'est-à-dire de pouvoir atterrir à New York où j'ai de la famille, et puis j'ai une famille qui est américaine, quoi. C'est ma tante est partie vivre là-bas et ses enfants sont des Américains, ils parlent pas français, donc ça m'a mis en contact naturellement d'un point de vue familial avec les États-Unis. Puis le fait d'y aller tôt. Donc à 15 piges, puis 16, puis 17, puis il y a un moment dans ma vie, j'y allais 4 fois par an. En fait, du coup, j'ai accédé à énormément de choses. J'ai rencontré plein de gens, parce que moi, j'étais un petit jeune passionné. Si tu vois ma dégaine de l'époque, c'est la même, avec des cheveux en plus, avec un look, on va dire, super hip-hop. J'avais les sourcils taillés, machin. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'y voyager tôt et d'y travailler tôt. Je m'étais su créer une routine d'y aller et je demandais des stages. Alors que je me pointais dans les boîtes dont le travail m'intéressait, qui étaient essentiellement des labels de musique et des boîtes de prod. Et je disais, voilà, je suis en vacances là, j'ai tant de temps, donc j'avais le temps légal du visa, quoi. Ouais. Et j'y restais tout l'été ou des fois pour des vacances plus courtes, mais majoritairement c'était quand même mes vacances d'été. Je disais, je suis là, je vais juste apprendre, vous me demandez faire n'importe quoi, je le fais. Et donc, les mecs, ça les faisait sourire. Je crois que j'ai jamais signé une convention de stage. C'était vraiment genre... C'est un autre monde, quoi. Ouais. C'était il est intern, j'étais autonome, j'avais ma MetroCard, je parlais parfaitement anglais. Il me disait, fais quelque chose, je le faisais le plus rapidement, le plus carré possible. Je voulais être le meilleur par rapport aux autres stagiaires. Ouais. Donc c'est très vite, en fait. Ils se disent, ok, lui... il veut, vas-y, envoie-le faire tu vois, machin. Donc du coup, je me suis retrouvé à faire des castings ou à être en stage chez Def Jam, chez Loud, chez Bad Boy Records, à la boîte de prod d'Hype Williams, qui à l'époque, c'est vraiment les entités où j'étais dans l'équipe, je devais faire des rapports de trucs, comprendre comment ça fonctionnait, alors que j'avais 18 ans, tu vois, 17, 18, 19 ans, 20 ans, et après j'ai créé ma boîte. C'est fou. Mais c'est au contact de cet univers-là qui était essentiellement où je voyais plein de chefs d'entreprise en fait, qui n'étaient pas beaucoup plus âgés que moi et qui, à mon sens, mais de façon même objective, pilotaient les entreprises culturelles les plus importantes de leur époque. Aujourd'hui, c'est factuel. C'est Def Jam Records ou Big Dog, la boîte de Hype Williams. Il n'y avait rien de plus... aujourd'hui encore, quand tu veux chroniquer les années 90... et les changements profonds en fait de dynamique culturelle aux États-Unis et à l'échelle de la pop culture globale, c'est ces entités. Et c'était des mecs avec des sweatshirts capuches, très organisés et très pros. Et du coup, moi, de les voir, qu'ils ont le même genre de dégaine que moi, s'ils ont la même appartenance ethnique, où je me dis, waouh, putain, c'est loin de l'univers que moi je connais, où tout européen et encore plus français, où c'est vraiment une autre manière de fonctionner. Il n'y a personne qui me ressemble, qui a des positions décisionnaires. Donc du coup, j'ai naturellement... Puis, une qualité de contact rapide. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés à cette époque-là, je bosse avec eux aujourd'hui. C'est des contacts qui sont jamais morts. Et du coup, ça m'a donné assez étrangement beaucoup d'opportunités là-bas que je n'ai jamais eu en France. Okay. Du coup, ça m'a donné. Du coup, je les ai prises. Tu t'es posé la question de monter une boîte aux US du coup, je l'ai fait. Ok. Ouais, j'ai monté une boîte aux US. Quand est-ce que je l'ai fait en 2006, je crois, 2005 ou 2006, que j'ai opéré, que j'ai fermé depuis,
parce que pour des raisons de fiscalité, je l'ai fait à un moment où je me suis dit, bon, bah là, je vais y aller. J'avais tellement de boulot là-bas et tout. Et puis, pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons de business, mais pour des raisons familiales, je suis resté en France. Il y a un petit pincement quand même, quelque part, parce que, bon, quand j'avais 30 ans, j'avais un avenir tout inscrit, qui était assez clairement inscrit devant moi là-bas. J'ai fait d'autres choix. Ouais. Je suis très content de ces choix aujourd'hui. J'ai un pincement, c'est ce genre de discussion qui m'amène à ça. Mais particulier, parce que j'ai rencontré Quincy Jones en 1994, qui est une rencontre assez impactante, et on a eu une relation assez soutenue après, pendant jusqu'en 1997-18, j'ai envie de dire. Et qu'après j'ai rencontré sa fille, et on a eu une relation qui s'est poursuivie un peu jusqu'au milieu des années 2000. Donc, mais je l'ai rencontré dans un cadre professionnel, et il m'a proposé du boulot et j'ai refusé. Okay. Ce qui est assez fou, et je me suis toujours dit, il faut que j'arrive à transformer ça. C'est fou en fait d'avoir fait ça, c'est mon seul regret dans la vie. Ouais. Et bon, il est mort, comme tu as dû au moment hier. Ouais. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est assez particulier pour moi, mais ça te montre la nature d'opportunité à laquelle j'ai pu avoir. Pas vraiment par chance, j'ai envie de dire. C'est vraiment toujours le stakhanovisme qui me caractérise, de vouloir arriver plus tôt que les autres, partir plus tard que les autres, travailler plus que les autres, qui a guidé. Alors, est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Je ne sais pas, mais c'est la mienne. J'aimerais qu'on parle un petit peu, tu parlais tout à l'heure de De Niro, ça me fait une transition parfaite avec Just for Kicks. Je crois que tu... Fou. Ça ne s'invente pas, ce genre de transition. Mais du coup, c'est une œuvre qui a été assez marquante pour toi aussi, je pense. C'est sûr, c'est ma première réalisation. Je serais curieux qu'on en parle. Quel est un petit peu le point de départ de toute cette œuvre-là? Passion. Et qu'est-ce qui t'a amené à De Niro, du coup? Alors, du coup, là, avec les digressions que je me suis permis avant, j'aurais essayé de faire plus straight to the point. Mais oui, moi, il se trouve... corollaire de ces mondes que j'ai pu décrire précédemment, le hip-hop, du coup la street culture, et ce truc du skate aussi qui est assez important, et du basket, qui est un autre sport dans lequel pour le coup j'avais zéro chance. Les autres, pas assez bon quand même pour pouvoir ma petite chimère en basket. Je suis le plus mauvais basketteur du monde. Plus mauvais. Alors je triche hyper bien. Je fais des marchés, je fais tout ce qui n'est pas... Je n'ai jamais pratiqué le basket dans un club, dans un truc. Okay. Je n'ai fait que jouer sur des playgrounds où, bon, c'est une question de celui qui parle plus et qui dit non, c'est pas un marché, ou comment ça faute. Bon, du coup, j'ai gagné des matchs avec ça, mais c'est vraiment zéro mérite. Athlétique en tout cas. Mais du coup, la convergence de toutes ces passions, et particulièrement la passion hip-hop, où le look, l'apparence, machin, moi mes allers-retours aux États-Unis faisaient que c'est tellement important dans le monde hip-hop, particulièrement de l'époque. Aujourd'hui c'est assez différent, mais d'être en France et d'avoir un starter d'une équipe de foot américain, ou les baskets de Michael Jordan, à un moment où c'est totalement inaccessible, et que tout notre univers et tout notre imaginaire, il est construit avec les pochettes de disques, les clips qu'on voit dans Yo MTV Raps, et donc une culture s'invente. C'est la culture hip-hop française en fait, qui est quand même avec une énorme influence américaine, dont le rap et le monde du hip-hop en France a commencé à se détacher beaucoup plus tard. C'est fin des années 90 quand même que on dit ah mais cool le rap américain, mais en fait nous on a notre propre truc. Mais donc 10 ans après que les pionniers, j'étais un enfant par rapport à des gens que je considère véritablement les pionniers, mais aujourd'hui bon, je peux dire d'une certaine manière que j'ai été pionnier dans des choses, mais clairement pour nous en tout cas, ma génération, c'était avoir un starter Raiders et avoir des Jordan, c'était, je saurais même pas à quoi le comparer aujourd'hui. Je saurais même pas à quoi le comparer aujourd'hui. C'est même pas comme arriver avec un ensemble Gucci à l'école, parce que ça c'est juste l'argent en fait. C'est un autre truc de recherche, de machin, de trucs, il y a une romance autour de ça qui dans lequel les baskets
Il se trouve dans ce film dont on parle, dont le titre français c'est Sneakers, le culte des baskets. Je fais une interview de Mathieu Kassovitz qui dit les sneakers sont au hip-hop parce que le crucifix est aux chrétiens. Qui était une assez drôle punchline, mais qui il se trouve dans cette culture, dans d'autres aussi, mais il y a une espèce de culte de la chaussure de sport qui a eu derrière est responsable vachement de l'expansion en fait de ces marques, qu'il s'agisse de Nike, d'Adidas, de Asics, de New Balance, ce que tu veux. Il y a c'est ce mouvement culturel qui s'est réapproprié, qui a adopté, c'est pas réapproprié d'ailleurs, c'est pas le bon terme, qui a adopté des marques de chaussures de sport et qui en a fait avec une succession de manifestations différentes, une manière d'affirmer son identité, un signe extérieur de richesse, un accessoire de mode, mais c'est vraiment cette culture qui a fait cette transformation, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, le business des marques de sport, c'est 80% majoritairement, mais c'est de 70 à 89% de leur business, ça n'est pas des chaussures qui font courir plus vite et sauter plus haut, etc. C'est de la mode. Et en fait, cette transformation-là, qui est donc responsable d'un business énorme, on parle de milliards, elle a explosé des suites de l'évolution et de l'explosion, de l'exposition mondiale de l'univers du hip-hop. Que ce soit les breakers très tôt qui mettaient un certain type de chaussures, qui commençaient à les customiser, des Puma, Clyde, des machins, des Adidas Superstar. Après Run DMC, le phénomène Adidas. Après le phénomène Air Jordan, dont un des vecteurs les plus importants. Ça reste quand même une esthétique hip-hop, b-boy, avec le personnage de Spike Lee qui joue un des personnages de ces films, qui met en scène tout l'imaginaire autour de Michael Jordan. Le développement de cette culture s'est fait en fait, et c'est le sujet du premier documentaire que j'ai réalisé, mais c'est une suite. Moi, j'avais cette passion et cette analyse, j'ai envie de dire, du business de ces marques, parce que je me trouvais à ce moment-là où je fais le film en 2005, ça faisait déjà 6-7 ans que je bossais pour ce genre de marque, et où j'entendais dans des réunions, que ce soit en France ou aux États-Unis, que je voyais des marques qui étaient très frileuses pour s'acoquiner avec les forces créatives de ces mondes-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre le cas de la marque Nike, il y avait une religion qui était: on ne travaillera jamais avec des musiciens ou des gens qui ne sont pas des athlètes. Nous sommes une marque de sport, et donc nous, ça, c'est péché, en fait. Run DMC, Adidas, ça c'est bon pour Adidas, mais nous, on fera jamais ça. Donc c'est marrant de regarder qu'aujourd'hui, cette notion n'existe plus, et tant mieux. Tant mieux, ça va. Aujourd'hui, une marque comme Nike fait essentiellement, dehors de chaussures de performance qui permettent de gagner les JO ou pas, c'est quand même essentiellement, et puis même d'un point de vue de business, c'est une marque de sportswear en fait, qui fait des collaborations avec énormément de créateurs de tous horizons, des graphistes, des designers, des machins, des peintres, et énormément de musiciens. Et ce qui était avant, mais vraiment, c'était... tu dis ce mot-là, tu sors de la pièce, tu vois. Et donc, ayant vu ça, et du coup, il y avait le moteur, on va dire, derrière mon premier documentaire, c'était un truc de passion pour l'objet même des sneakers, mais surtout de ce narratif. Et puis, c'était... moi, j'aime bien, je me rends compte que j'aime bien regarder certaines petites histoires, ou pouvoir raconter une grande histoire à travers un outil de storytelling qui est inattendu. Parce que donc, mon premier documentaire est un documentaire en gros sur l'impact du hip-hop et de la street culture sur des marques qui ne veulent pas dealer avec ça, et qui du coup se retrouvent embarqués dans un truc où ils savent pas nécessairement quoi en faire, mais qui les enrichit. Donc il y a toute une espèce de danse entre les marques, l'univers du hip-hop et de la street culture qui... c'est très difficile, c'est pas évident en fait, même pour les marques, de se dire, pour une marque allemande comme Adidas, avec des exécutifs qui sont tous des Allemands bien trempés, de se dire, il y a un groupe de New York, du Queens, qui mettent leurs Adidas sans lacets, et du coup
Ils ont fait une chanson qui s'appelle My Adidas, qui est un tube, et en fait, il faudrait leur faire des chaussures, ce serait une bonne idée. Ouais. Tu peux faire un dessin animé juste sur la présentation qui a été faite aux exécutifs d'Adidas, et c'est tellement des histoires pop culture qui sont délicieuses et qui me permettaient moi de raconter quelque chose que en fait j'avais commencé à écrire un bouquin sur tout ça. Et plus j'écrivais, plus je me disais mais en fait il est là Spike Lee, ils sont là, Run DMC, c'est trop marrant en fait tout ça, il y a trop d'interconnexions. La manière la plus géniale de le faire c'est en film en fait, parce que on parle de trucs qui sont très visuels, les objets, la pub, le truc, le machin, les collectionneurs, enfin tout ça. Et donc voilà, j'ai fait mon premier documentaire sur ce sujet, et il se trouve que la première fois qu'il a été présenté, c'était au Tribeca Film Festival, qui est donc le festival de Robert De Niro, Martin Scorsese et Jane Rosenthal à New York, qui est donc un éminent festival de cinéma et de films documentaires. Et donc on a fait l'ouverture au Tribeca Film Festival. Et dépendant des années, des fois De Niro il est là, des fois c'est Scorsese, des fois c'est Jane Rosenthal, donc tout le monde préfère quand c'est De Niro ou Scorsese. Et là il se trouve c'était De Niro, et donc du coup il a fait la demande de me rencontrer, ce qui était voilà. Il a beaucoup aimé le documentaire, et donc est venu dans un événement particulier qui est le brunch des réalisateurs, me dire tout le bien qu'il en a pensé, faire une déclaration à ce sujet et tout. Donc bon, à partir du moment où ça s'est arrivé, moi, toutes les critiques que tu peux imaginer sur n'importe quelle œuvre que je peux faire, ça ne valide pas tout ce que je peux faire derrière. Là, pour une première réalisation, c'était déjà être sélectionné dans ce festival, c'était irréel. Standing ovation, je crois aussi. À la fin de standing ovation à la fin de la première. J'allais pas dire toutes, parce qu'il n'y a pas eu ça à toutes, mais oui, moi je trouvais le film assez mauvais. Quand je l'ai terminé, j'avais un peu honte. Quand on a présenté le film, quand on l'a soumis au Tribeca Film Festival, ça nous avait été suggéré par quelqu'un à New York. Bon, j'avais tellement de mal à le finir, le film, je m'entendais très mal avec les producteurs, c'était une expérience assez horrible, le travail dessus, et du coup j'avais un regard, et puis ça, c'était pas comme je voulais, il y avait plein de maladresses qui me définissent aujourd'hui et que j'accepte très bien, et quand je regarde le film je le trouve super aujourd'hui, mais à l'époque j'avais vraiment une anticipation, je me disais c'est nul, et du coup quand on a fait la première, où il se trouve c'était à New York, beaucoup de personnages qui sont interviewés dans le film et dont on raconte les histoires sont des gens de New York et sont présents dans la salle, donc c'est mes héros par ailleurs. Du coup c'est Run DMC, les gens de Public Enemy, les gens de Nike qui sont responsables des logiques de Jordan, de machin truc, je sais pas, Damon Dash, des gens du Cinoche, Rosie Perez, les De Niro de ce monde et tout ça. T'as une toute petite pression. J'imagine. Si on trouve ton film nul, en fait toi t'es nul. Et donc qu'est-ce que tu viens foutre là? Et d'ailleurs, à l'époque, la meilleure revue que j'ai eue, c'était quelqu'un de GQ, je crois. Il y a eu la sortie le fait que ce documentaire, donc, qui était présenté comme un documentaire sur les chaussures de sport, soit présenté au Tribeca Film Festival, ça a fait qu'il y a eu plusieurs sujets au JT. Donc moi j'étais au Morning News de ABC, New York at Night, enfin j'en ai fait quelques-uns. D'ailleurs il faudrait que je retrouve les archives parce que c'est quand même un peu con. Mais à un moment aussi, les gens disaient regardez, c'est quoi ce festival? On joue n'importe quoi. Et il y avait un journaliste de GQ qui était venu à la première, un peu comme il s'appelle, le critique Anton, le critique gastronomique de Ratatouille, qui est venu pour dire c'est nul. Et donc il m'a expliqué, il m'a dit je suis venu à l'avant-première pour écrire un truc en disant ça va pas Tribeca. C'est la proie comme le festival est sponsorisé par American Express et qu'il y a une présence de force corporate, lui il s'est dit c'est une pub. Vous êtes en train de me montrer une pub pour les chaussures de sport, c'est un truc Nike, machin. Et donc le gars est venu pour constater à quel point c'était scandaleux de considérer qu'il y avait un quelconque point de vue éditorial sur un documentaire sur les chaussures de sport. Ça va pas en fait.
Et pour finir, on a eu une des meilleures revues. Je crois que c'est pas loin d'être le top de ce qu'on a eu en presse sur toute l'histoire de l'exploitation du documentaire. Et c'était génial que le mec me dise ça. Après, quoi, j'ai fait une interview et tout, et puis il m'a dit, bon, voilà, je te dis le truc. À la base, j'étais venu pour torpiller. Il me dit, en fait, c'est génial. Excellent. Mais ouais, donc du coup, mon premier film a eu beaucoup de succès aux US. Après ça, bon, le festival c'est une chose, mais il a été diffusé dans 40 pays, il a eu une sortie en salle au Japon, il a eu énormément de succès aux US, vraiment quoi, un impact déjà en chiffres, et parce qu'il était diffusé à l'époque était une grosse chaîne du groupe MTV Network qui s'appelait Spike TV. C'est quoi les ordres de grandeur? J'ai aucune idée de... C'est c'est énorme. Ce que je veux dire, c'est que c'est énorme. C'est les US, quoi. C'est les US en national, donc tout le monde l'a vu en fait ce truc à l'époque. Ce que je peux te dire, c'est qu'en revanche, je me rappelle plus de l'audience de Spike TV. C'est pareil, c'est des trucs. Il faudrait que je les retrouve. Mais je sais qu'en vente DVD, c'était phénoménal. Aux US, phénoménal. Et en fait, comme c'est un film qu'à la base, j'ai été voir Canal+. Pour le faire en France, quoi. Je ne saurais même pas comment me diriger vers une entité américaine pour en faire l'acquisition. J'avais monté une copro avec des gens avec qui finalement je me suis vraiment mal entendu et qui est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis mon propre producteur. Mais ouais, du coup ça m'a ouvert plein de portes et derrière j'ai eu beaucoup d'opportunités en priorité aux US. Donc je me suis retrouvé par exemple derrière ça des faits les plus marquants, j'ai été contacté par la boîte de prod de Jay-Z pour faire le suivre en tournée en Europe et en Asie, pour faire un sujet pour l'Oprah Winfrey Show. Je suis curieux du coup qu'on creuse la série DJ Mehdi Made in France. Entre-temps, j'ai fait plein d'autres films. Oui, j'imagine. Tout le monde s'en fout, mais j'en ai fait plein. Je serais curieux de savoir un petit peu le travail d'archive qui a été fait sur cette série documentaire. C'est assez central dans la série documentaire. Ouais. Toi, à titre personnel, comment tu as vécu le fait de te replonger dans ces archives-là pour construire l'histoire et construire la narration du film? Difficilement. Je l'ai vécu, en fait, quand j'ai... donc, le sujet du film de DJ Mehdi se trouve que c'était mon meilleur pote. On s'est rencontrés en 96, présenté par Kerry James. Et puis après, on a fait un assez long bout de chemin ensemble, 6-7 ans à collaborer sur une variété de projets. Et dans lesquels on est devenus super amis. On a fait des tours du monde, dormi dans le même lit, enfin des vrais trucs de jeunes adultes qui se constituent, quoi. Ouais. Donc il y a cette proximité-là. Et je n'ai pas fait la série, je n'ai pas entrepris de la faire juste comme « Ah, j'ai perdu mon copain ». Il y a évidemment une partie de ça. Mais je savais qu'il y avait des particularités à son itinéraire dont on pouvait tirer des enseignements. Je suis très fier aujourd'hui de voir que des gens qui n'ont rien à voir avec mon monde, mes mondes, en tirent des enseignements. Et j'entends par là pas des enseignements de professeurs, hein, mais des réflexions, des réflexions et des conversations et des évolutions de pensée, j'ai envie de dire. Mais quand j'ai écrit le projet, donc en fait, il se trouve, il est mort en 2011 et j'ai commencé de façon très thérapeutique, j'ai envie de dire, mais pas analysé comme ça du tout à l'époque, à écrire un film documentaire sur lui. J'en faisais déjà. Il était plus là. Je sais que ça immortalise les films, les trucs et tout. Je sais que je sais en faire. Donc je me suis dit, naturellement, il faut. Ouais. J'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça. Ouais, bien sûr. Me suis dit, et c'est maintenant 13 ans plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une négation de dire, non, il est là, regarde, j'ai une photo, j'ai des audios, j'ai des trucs et tout. Donc j'ai porté le projet pendant très longtemps sans me rendre compte exactement du poids émotionnel et psychologique qui y allait avec. Je l'ai vraiment fait en me disant, je vais faire ça. C'est que tu vois, d'autres gens vont écrire un bouquin sur un truc ou faire un album hommage, organiser un concert, événement et tout. Bon, moi, je sais que son histoire est intéressante et qu'elle va au-delà de juste lui, cette personne.
Il se trouve qu'à travers lui, on traverse des moments très significatifs de l'évolution de la musique française, de la culture pop française et de son interaction même avec la culture américaine. Donc plein de sujets qui, au fond, m'animent moi. Et c'est aussi des sujets qui faisaient qu'on avait plus que des atomes crochus. C'est quelqu'un sur lequel qui a eu beaucoup d'influence sur moi à titre personnel, sur lequel moi j'ai eu beaucoup d'influence aussi. Et donc il y a une espèce de petit mimétisme, je considère qu'il est un tout petit peu plus brillant que moi. J'ai pas de manifestation tôt de quelconque forme de génie, quoi, lui si. Mais donc du coup cette proximité fait que je connaissais très bien ce qui existait sur lui en termes d'archives, hein, pour parler strictement métier. Donc je savais que pour faire un film sur lui, il y en avait très peu de disponibles. Donc j'avais envisagé de faire des témoignages, donc, qui est un peu la méthodologie de à peu près tous les classiques du film documentaire, et de créer des séquences, de faire des choses. Dès le début, je voulais qu'on comprenne ce que c'est que le métier de beatmaker, sinon on ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, faire rentrer dans la création, créer des séquences où on comprend qu'en fait, c'est ça qu'ils font ces mecs-là. Ils appuient pas sur des trucs. En fait, ils prennent une batterie, ils rajoutent un violon dessus, machin. Donc ça, c'était un élément assez central de mon dispositif. Mais j'avais après d'autres idées de séquences, dont certaines ont été faites exactement telles qu'on les voit aujourd'hui dans la série. Mais j'étais persuadé qu'il y avait très peu d'archives. Ok. Et il y en avait que moi j'ai tourné, qui sont aujourd'hui dans la série, donc qui sont des images qui étaient chez moi depuis 25 ans, ou tu vois, les plus anciennes datent d'à peu près de 25 ans d'ailleurs, les plus anciennes. Et puis d'autres beaucoup plus récentes sur des projets qu'on avait imaginé faire ensemble et tout. Mais bon, il y a énormément d'archives inédites dont moi j'ai tourné. Et en fait, les autres moments qui sont, comme c'est quelqu'un qui est de l'ombre plutôt, en tout cas toute la première partie de sa carrière avant qu'il devienne un artiste solo. Et quand on travaille comme ça et qu'on fait la musique de Kerry James 213, d'MC Solar, de Diams, de Booba, de machin, c'est Booba qu'on voit. C'est MC Solar qu'on voit. On ne pose jamais la question, mais qui a composé la chanson en fait. Et donc je savais que de toute façon c'était un truc intéressant même de comprendre, il y a des gens qui composent leurs chansons en fait à ces gens-là. C'est vraiment de la création en fait. Donc il y a tout cette... Et puis lui, son itinéraire, il est tellement unique, il n'y en a pas d'autres qui ont fait en compositeur hip-hop français, qu'on fait autant de collaboration avec des artistes, on va dire, déterminants de leur génération, et par aucun calcul de il faut que j'ai le Rolodex, il faut que j'ai fait tout le monde. C'est vraiment que lui, c'était l'anti-calcul. Comment faire un hit, c'est pas du tout son approche. Mais bon, il s'est retrouvé à travailler avec les gens que j'ai cités, plus Akhenaton, plus Rocking Squad d'Assassin, tout ce qu'il aimait, Fab, avec des exigences qui n'étaient que artistiques de sa part. Et ça, c'était vachement, un des trucs les plus inspirants à son sujet. Mais dans tout ça, je savais qu'il y avait très peu d'archives. Et en fait, c'est le fait que je travaille sur le documentaire depuis aussi longtemps que plus j'ai avancé dedans, plus en fait ça a sorti des archives, dont certaines dont je connaissais pas du tout l'existence. Et en fait, avec un vidéaste que je vois sur une planche contact, je vois qu'en fait il y a un mec qui tient une caméra, donc ça veut dire que peut-être elle était allumée, ça veut dire que peut-être les images sont encore là, et donc ça a commencé un travail d'archéologie assez Indiana Jones-esque, juste sur énormément de temps. Donc j'aurais jamais pu avoir ce volume d'archives avec autant de détails, qui est une question que je comprends pourquoi elle se pose, parce qu'en fait on voit la vie de quelqu'un à partir de 12-13 ans jusqu'à ses 34 ans, l'âge de son décès, et en fait c'est extrêmement documenté. Et même moi, j'étais parti, donc comme je le décris là, sur le postulat que j'allais en avoir très peu, donc il fallait que j'ai des recours à des trucs un peu plus ingénieux. Je voulais faire des séquences par exemple d'animation pour illustrer certaines et au final je n'ai pas eu à le faire tellement il y a eu de la matière qui arrivait jusqu'à là. Par exemple, quand une fois que la série était bouclée, qu'elle a été diffusée, j'ai eu des nouvelles archives qui sont chocs de fou, et que je suis là. Après la diffusion, avant je l'ai pas fait parce que je suis assez nul d'un point de vue réseaux sociaux, mais je m'étais dit je pourrais créer un groupe Facebook à l'époque où j'ai commencé, en disant j'essaye de collecter des images pour un projet de film. Je l'avais fait en fait au début, j'avais prévenu un peu les sources, on avait fait
un serveur partagé avec les photos des uns des autres, dont certains trucs qui se sont retrouvés au final dans la série. Mais c'était quand même, il y avait peu de choses. Il y avait des photos de soirée, de DJ, très peu de... Par ailleurs, c'est des cultures, la culture hip-hop et la musique électronique, qui sont très de maintenant, de l'instant. Il y a un certain degré d'urgence dans ces trucs-là, mais c'est trop jeune pour qu'il y ait un regard sur patrimonial en se disant mais ça c'est grave, ça a une valeur, faut le consigner quelque part. Il n'y a pas vraiment ça. Y compris chez les plus anciens, quoi. Il y a un truc je sais pas, tu vois, pour le hip-hop. C'est beaucoup fait par des gens qui sont des gens de peu de moyens, voire de pas de moyens du tout. Donc, déjà sortir un album, c'est déjà une sacrée truc. Derrière, faire la conservation des masters, les transformations de tous les formats, en passant le plus SD possible à la HD, de pas perdre les trucs sur des en fait, tout se perd. Tout se perd. Tout est complètement éphémère. Et dans la musique électronique, c'est pareil, ou pas loin. C'est que c'est les rêves, les soirées, les machins, les trucs. Il y a un peu plus, c'est plus récent pour partie. Donc, et puis, c'est des gens pour partie qui ont un peu plus de moyens. Donc, il y a plus de trucs qui ont été pour partie plus médiatisés. Mais c'est quand même des cultures assez underground au départ, où en fait, pour avoir une archive qui n'est pas une archive de télévision, et donc qui n'est pas un regard extérieur avec un œil journalistique sur ce qui se passe, mais qui est l'image des gens qui sont dedans, ou qui fabriquent la musique, ou qui font les concerts, etc. En fait, il y en a, et c'est pour ça qu'il y a autant d'archives inédites dans la série, c'est que moi, c'est mon humble point de vue. C'est délibéré quand je le fais et que je choisis de raconter une histoire comme ça avec zéro observateur extérieur. Il n'y a pas un journaliste d'aujourd'hui qui analyse et qui commente. C'est que des gens qui ont pris parti de façon stricte sensu à écrire les pages de ces pages d'histoire. Ça, c'est ce qui me motivait le casting. Mais c'est vrai que d'un point de vue d'archives, il y a mes yeux qui ont été présents là, donc je regarde les choses d'une certaine manière, je cadre les choses d'une certaine manière, c'est ce qui m'intéresse moi, donc du coup ça montre ça, et effectivement ça, pour moi en tout cas, quand je le vois, je me dis j'ai révélé un truc de mon intimité, en fait on ne devrait pas le voir, c'est quelque chose de, voilà, dans ce cheminement de comment ça a été de traiter ces images-là. Et après, il y a plein d'autres sources de vidéastes qui sont le même genre de personnes, qui en fait s'intéressent à ces trucs-là, qui sont présents là. Certains parce qu'ils font un making-of d'un truc, ou qu'ils ont été commissionnés ou par une maison de disques, ou par une boîte de cinéma, parce qu'ils font le making-of de la BO, etc. Donc il y a des images qui se trouvent ultra précieuses aujourd'hui, mais qui à l'époque sont pour faire un bonus, quoi, un making-of ou un truc, voilà. Mais bon, c'est comme, enfin, ça a proportions différentes, mais c'est comme les essais de casting du Parrain, quoi. C'est quand tu vois James Caan qui vient faire l'audition, ou Redford qui vient faire l'audition pour le rôle d'Al Pacino. Du coup, quand tu le vois, tu te dis mais non, il voulait que ce soit lui, c'est pas possible. Michael Corleone, un blond, mais comment là, c'est pas ce niveau de pénétration de culture populaire, mais c'est vrai qu'il y a des moments de magie, de trucs qui, là, tu les vois, tu te dis mais non, mais c'est pas possible, c'est bon, ça s'invente pas, c'est la beauté de l'archive. C'est vrai qu'en tout cas, il y a eu énormément d'archéologie pour les réunir, et c'est vrai qu'après moi, pour les traiter, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de choses. Comme aussi, j'ai travaillé énormément avec les audios pour avoir en fait Mehdi comme personnage, c'est-à-dire qu'il parle. Il avait aussi une manière de s'exprimer qui était distincte, une éloquence qui était tout à fait particulière et qui caractérisait sa personne. Donc je savais qu'on pouvait interviewer la terre entière, ça n'allait pas être la même chose que d'entendre ce mec parler et de le voir. Et ça, bon, tu vois, tu fais des zooms dans des photos et tu dis, ouais, c'est un mec qui était génial, super compositeur et tout. C'est intéressant, j'en ai vu plein des films comme ça, d'archives, tu vois, enfin d'archives sur des personnages plus ou moins connus. Mais quand tu regardes un film sur Miles Davis ou sur Jimi Hendrix, quoi, c'est souvent des gens qui sont des gens de la lumière. Donc il existe plein d'archives. Ils sont passés à la télé, ils ont été filmés dans le cadre d'un Woodstock ou de trucs et tout. Et donc c'est avec ces images-là que tu les vois. Et des fois, quelqu'un dit,
Tu vois, j'ai des images incroyables de Jean-Michel Basquiat qui n'ont jamais été exploitées. Et puis il y a une meuf qui a fait ça, qui en a fait un film qui est par ailleurs assez super sur Basquiat, mais c'est assez rare qu'on découvre 20 ans, 30 ans après la disparition de la personne ou après certains événements, des archives inédites. Tu vois. Et là, c'est vrai qu'il y a une puissance de ça, et aussi, comme de toute façon, mon postulat sur le film, c'était de faire un objet audio très particulier. Qui soit donc riche au niveau de l'audio et pas simplement au niveau de l'audio de la musique de DJ Mehdi, mais de toutes les musiques qui ont inspiré sa musique à lui et que ses démarches inspirent. Et donc, du coup, je voulais faire un film musical, mais musicologue quelque part. Donc, une des premières choses que j'ai fait sur le projet du film, c'était j'ai monté tous les épisodes de la série avec juste les musiques. En disant, de toute façon, à 10 minutes, je sais que je vais entendre ça. Et je sais que je vais entendre ça. Et j'avais fait un bed sonore que j'ai exporté, que j'écoutais tous les jours dans le métro. Et je réfléchissais, non, mais en fait, ça c'est con de mettre ça là. Enfin bref, mais pérégrinations. Mais j'ai commencé avec ça. Et tout du long de la production de la série et de la recherche documentaire, j'ai récupéré une interview d'une radio suisse qui se trouve avait, comme les Suisses, tout bien gardé, un truc, d'un pote qui a fait une interview pour un magazine de skate, qui se trouve l'avoir enregistré très clean à une période géniale où il avait envie de parler, il avait beaucoup de choses, d'autres trucs que j'ai récupérés chez les uns et chez les autres, un truc d'un DVD assez confidentiel, j'ai envie de dire, sur les home studios où il explique sa méthodologie, qui sont devenus collectés dans l'ensemble, en fait, le témoignage le plus long que j'ai eu à traiter, parce que j'ai fait il se trouve pour ce film, j'ai fait des interviews très très longues, mais j'ai une timeline, je crois, sans erreur, qui est de 7 heures ou 9 heures d'audio de Mehdi, de qualité différentes. J'ai des interviews qui sont faites à une terrasse de café avec derrière tout le bruit de la rue et tout ça. Et pour certaines, du coup, qu'on fait l'objet de restauration, d'appel à de l'IA pour cleaner et tout. Donc il y a un travail, sourd, colossal sur le son et le traitement du son et du manière générale, le traitement des archives. C'est pas, j'ai rien reçu. Prêt à l'emploi. Comme ça, dans le bec, en disant regarde, impeccable, c'est lui à 20 ans qui est en train d'expliquer comment il veut s'y prendre pour faire telle chose. Donc, mais c'est vrai que c'est pas du quotidien, c'est pas 10 ans en quotidien, mais c'est 10 ans avec toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quand même. T'aurais pas machin, il y a machin, je crois que machin il a gardé le truc dont tu parles. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui filmait ça, peut-être que lui il a des photos d'eux. Et ça c'est très difficile à... déjà, pour moi c'était une découverte. Parce qu'il y a une chose, c'est d'être au courant qu'il y a les archives et puis de connaître à peu près les sources. Mais moi, j'étais encore une fois parti du principe que j'allais en avoir très peu. Et en fait, en grattant quelqu'un, dans ma boîte à chaussures, j'avais peut-être ça. Il y a des moments de recherche d'archives et de trouver où vraiment c'est la ruée vers l'or et c'est, mon Dieu, il y a quelqu'un qui avait filmé ça et le mec là encore, et le mec est là. Parce que j'ai fait des recherches avec une équipe d'archives où les personnes qui a créé l'archive est morte. Ou ce genre de choses où elle a été perdue, évidemment, ça je sais plus où est la source de ça. Donc surtout en vidéo, à l'époque on filme beaucoup en DV, et avant ça c'est autre chose encore, c'est des archivites, c'est des trucs, même la machine pour le lire n'existe plus. Donc c'est quelque chose qui a dû avoir lieu, j'ai dû faire des transferts de documents où il y a des trucs, il y a des archives qui sont dans le film qui proviennent d'une digitalisation d'une VHS où on ne sait même pas ce que c'est que la source de départ. Et c'est des choses qui sont filmées. Et je trouve que j'en ai d'autres maintenant qui ne sont pas exploités là-dedans. Et quand, du coup, c'est assez... maintenant, là, ça fait pas longtemps que la série est sortie, mais bon, vu le raz-de-marée que ça a déclenché, je pense que dans la matière que je n'ai pas exploité dans la série, parce que j'ai eu beaucoup de frustration en me disant putain, je peux pas parler de ça. C'est pas, ça a l'air fou quand on te dit j'ai fait une série en 6 épisodes sur un musicien que tu ne connais pas. Souvent les gens me disent 6, on est obligé de les regarder les 6. Et une des plus grandes satisfactions que moi j'ai sur cette expérience, c'est que beaucoup de gens en fin de visionnage disent putain, c'est tout. Et la suite et bon, ça c'est un peu le meilleur compliment que tu peux avoir quand tu fais ce genre
de trucs, mais bon, l'archive en tout cas a joué un rôle hyper important, et le traitement de l'archive a joué un rôle hyper important. Ouais, ça rend la série hyper immersive, quoi. Ça, c'est assez. Je pouvais pas. Je l'ai souhaité fort, mais j'étais parti au départ en me disant ça, il y aura pas trop. Voilà. C'était pas typiquement, c'était pas comme la série d'Orelsan où sur le postulat de son, c'est différent, quoi. Moi, j'ai une proximité avec le sujet qui est réelle, mais je suis pas son petit frère qui l'a filmé, qui est magnifique dans Orelsan. C'est trop touchant, quoi. Tout ce qu'on voit, et puis voilà, c'est incroyable. Ou la série sur Kanye West, où c'est un vidéaste qui commence à suivre Kanye West à un moment où c'est déjà un peu une star, et qui se retrouve donc à filmer extensivement, et avec toute cette masse d'archives. Là, c'est vraiment pas le cas. Moi, j'ai filmé des trucs, mais ça n'est pas le résultat de moi qui filme mon pote pendant 15 ans. Il fallait vraiment avoir une variété de sources, et même pour les rendre ne pas avoir l'impression que c'est un patchwork bruyant et bordélique de choses. C'est un talent de montage, etc., qui ne m'appartient pas, qui appartient au monteur de la série. Mais c'était une aventure extraordinaire. Donc je me remettrai jamais. Je m'en remets d'un point de vue émotionnel, et notamment parce que la série fait plus que trouver son public, et ça, c'est très touchant. Mais en termes d'expérience, même sans l'attachement émotionnel, qui encore une fois était assez difficile pour moi, c'est mon petit c'est le moment Indiana Jones de ma carrière, on va dire. Je sais pas si demain, je suis assez persuadé que je referai plus jamais ça, quoi, avec autant de temps, autant d'intensité. Et puis bon, par ailleurs, c'est un projet qu'on m'a proposé d'abandonner à de nombreuses reprises. Donc du coup, c'est une ténacité aussi très particulière. C'est beaucoup d'abnégation, et de se dire non, à un moment je vais arriver à le faire. Puis à un moment, j'ai posé les armes à plusieurs reprises en me disant bon, ça intéresse personne en fait. Donc voilà, aujourd'hui, de me dire qu'on n'en est pas loin de... Enfin là, on est à 8 millions et demi de spectateurs. Je me dis, quand même. J'ai bien fait d'avoir de la résilience. Mais bon, ça pourrait être totalement une autre... Si, on m'a dit à plusieurs reprises, on comprend pas pourquoi tu fais ça, ça n'est pas intéressant, ça n'intéressera jamais le grand public. Donc bon, j'en ai... Du coup, moi, je sais pas si c'est un conseil valable pour d'autres gens qui veulent se lancer là-dedans. Ça pouvait aussi être une histoire fabuleuse qui n'aurait concerné que les auditeurs et les fans de l'artiste. Ça, c'est le pire que tu peux faire. C'est le pire. Et puis voilà, ça aurait été resté un truc confidentiel. Moi, du départ, je voulais pas faire ça, pas que ça ne m'intéresse que les gens qui aimaient sa musique ou qui connaissent ce milieu-là. C'est super de faire des trucs comme ça, mais là, pour le coup, c'était faire un film pour ça, quoi. Et du coup, le choix d'Arte était justement un choix qui te permettait de toucher une audience généraliste. C'est pas le choix d'Arte. Moi, à la base, j'avais Arte, ils ont plein de... Enfin, je les adore, pour déjà ne serait-ce que avoir dit ça, c'est super et on va le faire. À un moment où tous les autres interlocuteurs que j'ai eu de moment m'ont dit c'est super, mais on va clairement pas le faire. Pour des raisons de marché, de grand public, de toutes ces notions-là, quoi, d'audience et tout ça. Mais moi, j'avais écrit en fait un film de 90 minutes comme un documentaire de Cinoche ou du type de truc qu'on voit en plateforme sur Travis Scott, ou sur un petit nombre d'exemples qu'on peut prendre sur ce qu'il y a de disponible. Du coup, pas du tout un format sériel. J'en avais jamais fait. Moi, j'ai fait des web-séries sur des trucs de sport, notamment sur K54, mais je n'ai jamais fait l'écriture de mon projet, qui était très écrit, très très précis, était un film de 90 minutes et que j'ai présenté à Arte. Et ils m'ont dit c'est super, c'est génial, mais on n'a pas nous des formats comme ça, donc on va pas faire autre chose. Moi, je me suis dit bon, ils vont me demander de faire un truc
plus court, qui te rentre dans une case. Je crois qu'il y a une case qui s'appelle, je regarde très peu la télé, mais une case qui s'appelle Documania chez eux, et où il y a des portraits comme ça, de Brad Pitt, de trucs. Je crois pas me tromper en disant que c'est des formats de 52 minutes. Et déjà, je me disais, super. Ouais, très bien. Bah, déjà, cool. Je fais le film sur mon copain. Ouais. Déjà, ça intéresse quelqu'un. Ouais. Peut-être que personne ne le regardera et machin. Mais là où c'était complètement génial et qu'ils ont changé la donne, c'est qu'ils m'ont dit, non, c'est trop bien. C'est une série que tu vas faire. Et du coup, j'ai dû réécrire. D'ailleurs, j'ai traîné la patte parce que je pensais vraiment que c'était une manière pour eux de me mettre sur une voie de garage. Parce qu'il se trouve, j'avais déjà eu un peu cette expérience avec eux sur d'autres sujets. Et donc, j'ai dû reprendre ma copie et écrire du coup avec beaucoup de précision, exactement, enfin, pas très loin de ce qu'on voit frame pour frame dans la série. Très particulier cet exercice-là d'écrire, surtout en docu qui n'est donc pas scripté, quoi. C'est le réel. Il se trouve là, sur un sujet, c'est un sujet que je connais très très bien et du coup les articulations qu'on voit, pourquoi on passe de la musique à un concert à un propos sur l'islam, après une fête à Miami avec des gens au sein nu, les choses qui sont évoquées et les moments de musique qui sont choisis, tout ça, je suis parti les chercher exactement pour obtenir cette histoire. J'ai découvert un petit nombre de choses quand même, quoi, mais très peu. Dans la réalité, ce sont des histoires que je connaissais, donc pour partie et pour grande partie parce que j'étais dans la pièce au moment où la chose s'est déroulée, où j'ai entendu de première main, où il y a vraiment un truc de participant en tout cas, quoi, de raconter ce truc que je voulais par ailleurs pas faire du tout, moi, à la première personne, avec un commentaire qui disait ah ouais, ce jour-là il me dit si, le truc, je rentre dans la pièce et que vois-je. Je voulais pas cette forme-là. Je voulais vraiment que ça soit raconté par des tiers, pas par moi. Moi j'avais déjà mon regard est normalement assez éloquent et une volonté de toute façon d'être vraiment pas visible, quoi, et pas audible non plus. Non, mais curieux peut-être de finir sur une question sur. Tu disais sur Just for Kicks que à la fin t'avais presque une honte, une difficulté à finir le documentaire. J'avais des difficultés de production, mais quand le film était fini, c'est-à-dire le cut qu'on a présenté au Tribeca Film Festival, qui n'était pas fini d'ailleurs, comme ça se fait des fois souvent en festival, mais qui était en gros pas très loin du film actuel, je trouvais pas super. J'étais content. J'étais très fier du casting. J'étais très fier de certaines. Il se trouve, j'ai eu quelques trouvailles d'archives, pas de même acabit que sur DJ Mehdi, mais quand même des choses qui sont depuis confiées au Rock'n'Roll Hall of Fame, particulièrement ce qui concerne Run DMC, Adidas, où j'ai trouvé par un truchement Indiana Jones-esque improbable des archives sur cette relation Run DMC, Adidas, qui était inédite, tout simplement, que derrière j'ai donné à des musées, à des trucs, à des fonds de conservation aux US. Mais en dehors de ces moments-là que j'adorais, j'aimais bien ce qui était raconté, mais je trouvais que c'était pas très bien fait, en fait, et à l'image et pas au montage, mais globalement je me disais ça ressemblait pas à l'idée que je me faisais de ce que devait être mon film. Donc j'avais énormément d'anxiété le jour où c'était projeté. Mais oui, j'avais en tout cas il m'a fallu du temps pour me dire si eux trouvent déjà quand De Niro est venu, je me suis dit c'est fou qu'ils se rendent pas compte que c'est nul mon truc. Tu vois. Et puis après avec le temps je me suis dit c'est pas mal en fait. Et comment du coup en comparaison t'as mis un point final à la série documentaire sur DJ Mehdi, sachant que tu avais aussi une proximité avec DJ Mehdi, enfin que c'était ton copain, quoi. Comment tu finis une œuvre et tu te dis ok, là faut que j'arrête d'itérer et c'est prêt à être alors déjà il y a des timings de diffusion mais qui étaient extrêmement libres, hein. Arte était extraordinaire sur très peu interventionnistes, des gens très smart qui m'ont donné une liberté de fabriquer l'objet que j'ai fabriqué. C'est-à-dire qu'avec d'autres interlocuteurs, on regarderait pas ça du tout. Du tout. Et ça, c'est, je trouve, une leçon. Pour moi, ça, c'est clair que j'ai appris. C'est une leçon aussi pour Arte, d'un point de vue de ceux qui pensent être lourd sur sur la liberté, en tout cas, ne serait-ce que ça, c'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas, sur la liberté à donner
quand on a l'impression que les personnes en face, en fait, ils savent un peu ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ce qui est difficile, hein, si je me mets à leur place, par exemple pour moi, quoi, de se dire je vais avoir confiance dans ce mec. C'est quand même un film sur son meilleur pote. Il est en train de dire qu'en fait, ça doit pas. À la base, c'est une série qui devait faire 4 épisodes. Et qui devait faire la moitié de temps de ce que la série fait au total. Donc quand on a commencé à avancer dans cette direction, ils ont quand même légitimement à un moment, ils ont dû se dire il est fou en fait le gars. On doit faire une série de 4 fois 30 minutes et là il est en train de nous dire que ça va être une série de 6 fois 40 minutes. Mais je suis obligé de leur rendre un triple hommage. Ils ont été convaincus au fur et à mesure, ils ont dit mais en fait il a raison, mais en fait c'est super. En fait c'est génial quand ils ont visionné les 2 premiers épisodes, ils m'ont dit c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Donc ça c'est un bon début quoi, sur un début de montage. Après le reste, il y a quand même eu des difficultés, particulièrement au moment où j'ai dit non, je suis convaincu que c'est ça. Bah, tu peux te dire le mec il est con en fait, ou il est fou, pourquoi, en vertu de quoi? C'est pas Miles Davis, c'est DJ comment, rappelle-moi, DJ comme il s'appelle. Du coup ça a demandé de la conviction, mais ce film, moi j'en ai fait quelques-uns. J'ai coproduit des films, j'ai joué des rôles plus ou moins directs à l'écriture, à la choréa, à la prod. J'en ai fait vraiment un petit nombre là en films documentaires qui m'ont aguerri quoi depuis mon premier documentaire, dont certains qui ont encore une fois assez bien marché aux États-Unis. Un film sur le basket à New York, un film sur le rappeur Nas, des trucs qui ont vraiment très bien marché, qui retournaient au Tribeca Film Festival, celui-là aussi. Mais là, c'est vraiment la première réalisation que je fais tout azimut. J'ai produit des super disques, j'ai fait d'autres choses dont je suis assez content. Mais où toujours je me dis ça c'est quand même ça pourrait être mieux, ça c'est pas bien en fait. C'est typique des créatifs. Là c'est la première fois de ma vie que je suis satisfait de quelque chose entièrement, que je suis. T'as fait aucune concession sur rien il y a de ça, mais surtout je regarde moi et je me dis putain c'est incroyable, c'est trop bien. Qui n'est pas du tout mon tempérament. Je suis vraiment, même mon équipe me déteste. C'est critique. Parce que rien n'est assez bien. C'est toujours ça. Et donc, du coup, ça fatigue. Je m'en rends compte et je m'excuse auprès de mon équipe si jamais ils regardent ça ou ils écoutent ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment mon tempérament et c'est compliqué à un moment de se dire le mec n'est jamais content en fait. Du coup, pourquoi tu fais ça si tu trouves ça nul? Tout le monde te dit que c'est super et toi, tu nous fais chier parce que tu dis non, c'est pas assez bien. À un moment, du calme de temps en temps quand même. On profite du fait que d'autres gens ont l'air de. Voilà. Là, c'est la première fois de ma vie que en fait, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait intéressé personne. J'aurais été déçu. Je me serais dit putain, quand même, merde, toute cette énergie, tout ce truc, tout machin. Si les gens s'en foutent, c'est dommage. Mais de mon simple point de vue à moi, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait. Et je suis pas rentré dans le projet avec cette ambition-là. Je suis rentré dans le projet et c'était marqué dans mon premier dossier que j'ai présenté au diffuseur. Je voulais faire le meilleur film documentaire musical jamais réalisé je sais plus si j'ai dit en France ou en Europe, il faudrait que je le regarde. En France, je pense. En tout cas, un minimum. Et je sais que quand mes interlocuteurs voyaient ça dans la ligne des intentions, ils disaient ok monsieur, tu vois. Et aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais pas quel semble à raconter. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, des documentaires musicaux francophones, tu vois, et de référence, j'avoue, je parle pas de mon talent ou de mes qualités et tout. C'est horrible ce que je vais dire, mais je vais le dire, j'ai pas vu mieux. De moi en tant que spectateur quoi. Je dissocie ma production de mais vraiment c'est très subjectif, mais moi pour mon intérêt, le storytelling, la musique, qu'est-ce que ça raconte, les humains, les témoignages, les époques, les trucs et tout, c'est pour ça que j'en suis aussi satisfait, c'est que je l'ai regardé moi, puis j'oublie qu'on a fait cette séquence à un moment, du coup même maintenant je l'ai vu quand même je pense 1480 fois ou 482 fois. J'arrive pas à m'en lasser, je regarde, je me dis putain mais c'est incroyable, mais ça c'est trop bien, putain mais ça c'est trop marrant, je ris des mêmes trucs, donc voilà, ça me concerne moi, mais c'est pour répondre précisément à ta question, j'ai jamais été aussi satisfait de quelque chose et voilà, et pourtant j'ai gagné des prix, j'ai fait d'autres trucs qui sont connus ou reconnus par mes pairs et tout ça. Là, alors là tu vois, on a gagné
le prix de la meilleure série documentaire à Cannes, le prix meilleur documentaire musical aux États généraux du documentaire, de la SACEM. Il n'y a pas de plus haute distinction. Donc avant qu'il sorte, la série avait déjà reçu les plus hautes distinctions que tu puisses avoir dans ce domaine de la série documentaire. Et même à l'inter, parce qu'il n'y a pas d'autres festivals. Le plus grand festival de séries, c'est Cannes Series, et Sérimania. Donc en gros, il n'y a pas l'équivalent aux US ou en Asie ou quoi. Donc voilà, il se trouve que c'est des festivals qui ont lieu en France. Nous, en compétition à Cannes, il n'y avait pas d'autres films francophones. Ça te montre. Et puis c'était sacrément, c'était vachement bien. Parce que, aucun moment, je me suis dit qu'on allait gagner là-bas. Mais à aucun moment, quoi. Juste tout petit peu avant, je me suis dit, putain, imagine, on gagne. Mais c'est tout. Mais donc, si tu veux, il y a ces reconnaissances-là qui sont incroyablement satisfaisantes. C'est phénoménal, là, le truc. Et puis là, le succès, c'est encore une autre chose. Mais c'est vrai que sans tout ça, de toute façon, moi, je regarde, c'est le meilleur truc que j'ai jamais fait. Donc, c'est trop bien. Donc, cette satisfaction-là, je ne la connais pas. C'est la plénitude, quoi. C'est vraiment un truc où je regarde, je me dis, alors oui, quand je le regarde maintenant, je me dis, ah tiens, il y a toujours ça un peu quand même. Tu te dis, quand même ça, c'est dommage qu'on avait fait une version dans la V7, c'était bien ça, alors que là, dans la V32, du coup, donc ça, c'est normal, j'ai envie de dire. Je pense même les plus grands, tu vois, je sais pas d'ailleurs, mais voilà. En docu, en tout cas, c'est très souvent que tu continues enfin, tu vois, même quand là, je te dis que je récupère des archives maintenant, je suis encore en train d'en manipuler, je fais d'autres montages en disant, peut-être que ça pourrait être autre chose. Donc, je suis là-dedans, hein, tu vois, là. Je pense que ça dure, en tout cas, par exemple, par rapport à Just for Kicks, pendant 2 ans après, je récupérais encore des archives. C'est des histoires où, en tout cas, moi, personnellement, je suis assez attaché pour que ça dure. Là, c'est encore autre chose. Je suis dans une démarche même totale où je réédite des disques. Cette archéologie a fait émerger de l'archive, des documents, mais aussi de la musique. Donc, ça, c'est une histoire j'ai un projet de fond qui est de continuer à faire vivre son histoire. Et maintenant qu'elle intéresse des gens qui n'étaient pas intéressés de son vivant, du coup, je continue, quoi. Je continue d'une certaine manière. Il y a un vrai travail de transmission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, quand le podcast va sortir? On sera en décembre. En décembre 2024. Donc pour l'année qui arrive, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Écoute, j'ai envie de dire que j'ai déjà tout. Mais ça serait faux, mais j'ai énormément de satisfaction en 2024. Mais c'est une question gentille déjà de demander est-ce qu'on peut me souhaiter d'avoir trouvé une distribution internationale de cette série, qui est donc du coup assez importante pour moi, que je n'ai pas encore, mais c'est le grand chapitre. Puis c'est aussi mon ambition de départ. Parce que moi j'ai cet itinéraire aux États-Unis, j'ai eu du succès, et aussi en Asie et tout ça. Donc mes productions précédentes ont eu plus de succès en dehors de la France qu'en France. Là, ma production la plus récente a un succès phénoménal en France. Mais du coup, moi, c'est cool. Mais c'est vrai que quand je monte et que je regarde, je me suis posé la question à plusieurs reprises de est-ce qu'un môme en Pologne, quand j'entends môme, un ado en Pologne, il peut voir ça et comprendre de quoi on est en train de parler. Et dans le Wyoming, est-ce que c'est clair en fait? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Ça, c'est un filtre de regard. C'est l'exigence que je me suis donnée. Et donc, je me suis rendu compte, par les audiences, les quelques audiences internationales qui l'ont vu, et même simplement Cannes, ou devant d'autres productions internationales, j'ai eu les compétiteurs dans notre catégorie, je les ai rencontrés qui m'ont tous dit c'est fou. Et moi je me disais c'est quand même très français, quoi. Ça s'appelle Made in France, on te parle quand même vachement de la France et tout ça. Je me suis dit est-ce que ça va parler? Voilà. Est-ce que je l'ai monté au niveau du montage avec une rigueur de me dire il faut que ça soit compréhensible, mais je me suis quand même dit c'est trop délicieux, ça, c'est trop. Même si ça concerne que les Français, il y a un truc trop particulier à la manière dont les choses sont exprimées, à ça, à quoi on est en train de faire référence. Je dis
des choses que j'ai placées dedans, même d'un point de vue politique, les quelques soundbites qu'il y a dedans de Jean-Marie Le Pen ou Jacques Chirac, et de voir que c'est le même mec qui dit ça, qui au moment du mondial 98 est derrière les Black Blanc Beurre. C'est des choses, si t'es français, tu le vois, ça te raconte d'autres choses. Mais c'est vrai que je l'ai monté en me disant, ok, est-ce que je comprends? Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Chirac apparaît, mais lui c'est un ancien président de la France, et que du coup beaucoup plus tard tu le vois dans un truc et tu dis ok, c'est ce mec là qui est derrière la France 98 et qui du coup dit ça, c'est ça la France. Mais c'est des choses qui j'espère en tout cas se traduisent, et c'est que là par exemple le fait que des artistes comme Kid Cudi, Drake, DJ Premier, A-Trak ont vu la série et ont dit pour certains, enfin en tout cas ont senti le besoin de faire des posts. C'est des gens avec énormément de following sur leur réseau en disant c'est le meilleur documentaire musical que j'ai vu pour l'un, l'autre c'est un classique, il faut absolument le voir, l'autre c'est un chef-d'œuvre. Bon, je me dis pour ces gens-là, qui certains ils connaissent rien peut-être aux films documentaires, mais c'est quand même bon, c'est pas les plus mauvais, on va dire, en dehors de leur notoriété. Ça me laisse penser qu'il y a une autre histoire puis de toute façon, dans l'histoire même de DJ Mehdi, il y a une deuxième vie, ou en tout cas la dernière partie de sa carrière qui est une carrière internationale, où c'est pas une superstar, mais c'est en Australie, il a son following, aux États-Unis, un peu comme les Justices, mais à un niveau plus faible, il a son following, et un peu partout comme ça en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, il y a des gens qui déjà connaissent le mec et sa musique, mais qui connaissent clairement pas son histoire. Du coup, c'est une promesse. Tu vois, moi j'ai souvent pris en travaillant l'exemple du film Sugarman, où on te raconte une histoire puissante d'un musicien que tu connais pas. Et donc c'est un peu le même enjeu, j'ai envie de dire, de t'intéresser à ça. Bon voilà, donc pour répondre à ta question de façon synthétique, trouver une distribution internationale à ma série documentaire, et mettre sur pied les autres projets. Avant de faire la série DJ Mehdi, j'avais un certain nombre de projets qui étaient écrits et que je voulais faire. Et je voulais absolument faire cette série avant. Parce qu'après, je savais que si les projets que je veux faire aujourd'hui se lançaient, c'est des cycles très longs, de 3 ans, de 5 ans, de 6 ans. Je me suis dit, après, j'aurais plus les mêmes capacités et le même temps à consacrer à ce sujet qui est fondamental pour moi, parce que à travers je raconte, à travers l'itinéraire de Nuit, je raconte des choses qui me sont très chères, et je me raconte aussi. D'une certaine manière, c'est aussi l'histoire de ma vie que je regarde, et donc du coup, voilà. Donc on peut me souhaiter que les projets que j'avais pensé faire avant DJ Mehdi, j'arrive à les faire aujourd'hui, qui sont d'autres projets qui témoignent qui sont très souvent mus par mes passions, et qui sont là pour le coup autant en film documentaire qu'en fiction, qui est là où je me destine pour partie. Voilà. Et après toutes mes autres bêtises dont on n'a pas parlé de là, du coup je vais faire la 22e édition de mon tournoi de basket. Donc, et puis d'autres choses que j'arrive à rééditer plus de disques de DJ Mehdi avec le label que du coup j'ai remis sur pied avec son label Espionnage. Et puis surtout de passer du temps, de comprendre que le staccanovisme, il n'y a pas que ça dans la vie, et passer du temps avec ma femme et mes enfants. Plus. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci, c'est beaucoup déjà. J'ai fait une liste plus longue. J'aurais pu me discipliner en disant je vais passer plus de temps avec ma femme et mes enfants, qui devrait être au-dessus de ces listes de priorités. En tout cas, merci beaucoup Thibaut, c'était passionnant. Merci beaucoup, j'espère que vous avez du courage pour monter tout ça. Mais attends, est-ce que j'ai excédé le... Pas de commentaires. Merci de votre accueil et de votre patience. Merci beaucoup Thibaut.